Collègue, hein, je suis désolé qu'elle soit pas là, pour vous d'abord, et pour elle. Et donc, je vous prie aussi de m'excuser parce que j'ai su que j'allais faire cette présentation assez récemment, donc mes diapositives vont être en anglais, mais je vais évidemment les traduire au fur et à mesure. Puis il y a beaucoup d'images et de graphiques. Donc, ça va. Et enfin, oui, ça tombe bien à propos par rapport au topo précédent, puisque les bêta-lactamases à spectre élargi sont un mécanisme de résistance qui confère la résistance à toutes les bêta-lactamines, donc les trois que vous avez utilisés, que vous utilisez, hein, l'augmentin, l'amoxicilline, la ceftriaxone, et dans 80% la résistance à la ciprofloxacine est associée. Donc c'est vraiment un mécanisme de résistance qui concerne les antibiotiques qui viennent d'être cités. Et d'autre part, c'est un mécanisme de résistance qui concerne les entérobactéries, c'est-à-dire les bactéries qui sont celles qui viennent aussi d'être citées comme cause de bactériémie, comme cause d'entérite, comme cause de prostatite et comme cause de pyélonéphrite. Donc en fait, on a à faire face à une très grande épidémie hein, de cette résistance, qui est en fait une épidémie nord-sud-nord, comme je vais essayer de vous le montrer. Ça passe là-dessus. La souris devrait marcher. Normalement, c'est la souris. Voilà. Donc si on part de ce qu'on connaît mieux, c'est-à-dire l'Europe, on voit qu'au fur et à mesure, vous voyez, des années, eh bien, la résistance de type ESBL a beaucoup augmenté dans toute l'Europe, mais que, en fait, la surveillance européenne, elle commence simplement en 2001, et qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé avant. Alors, quand on regarde l'épidémiologie de ces infections à ESBL, par exemple, dans notre hôpital, mais c'est vraiment la même chose partout, on voit qu'on a eu une première épidémie au début des années 90 qu'on a très bien contrôlée. On a été tranquille pendant un certain nombre d'années et puis maintenant, on a une épidémie qu'on peut absolument plus contrôler et qui fait qu'il y a à peu près 1% des patients hospitalisés qui, en France, sont infectés par ce type de bactéries. Et ce qui est frappant, c'est que, en fait, si la résistance est la même et qu'on fait la résistance aux antibiotiques est la même chez ces bactéries, les enzymes qui sont sous-jacentes ont en fait changé. Ici, c'était des enzymes qu'on appelait TEM et SHV qui finalement étaient conféraient une résistance uniquement chez les souches hospitalières et on arrivait assez bien à les contrôler. Alors que maintenant, c'est une résistance qu'on appelle CTXM et là c'est très différent, vous voyez, parce que, comme je vous le disais, on n'arrive plus du tout à contrôler le phénomène. Et on n'arrive plus du tout à contrôler le phénomène en dépit du fait que sur cette période, eh bien, on a mis en place des mesures d'hygiène et des mesures d'hygiène de plus en plus importantes. Et ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que si on a bien pu contrôler cette première vague épidémique, cette deuxième vague épidémique, vous voyez, on ne la contrôle absolument pas en dépit des programmes d'hygiène qui sont importants dans nos hôpitaux. Et la raison en est relativement simple, c'est que ici, ça ne sortait jamais de l'hôpital, alors que là, ça vient de la communauté, ça vient en dehors de l'hôpital, et les patients rentrent avec leurs bactéries CTXM, et donc les mesures d'hygiène qu'on a à l'hôpital ne peuvent pas empêcher ce phénomène. En fait, on est passé d'une vision de ces maladies bactériennes qui étaient relativement classique où il y avait la contamination du patient, la maladie et puis la dissémination, à une vision où on s'est aperçu qu'il y avait qu'il y avait un état intermédiaire qui était en fait la clé du problème et de la dissémination et qui est la colonisation de la flore commensale et pour le cas de ces bactéries et de ces gènes de résistance, particulièrement de la flore intestinale. Vous avez maintenant on sait qu'on a la contamination du patient qui devient colonisée, qui dissémine évidemment avec ses selles, et on a tout un cycle qui est comme ça, et finalement la survenue d'une maladie n'est qu'un phénomène relativement rare qui est beaucoup moins important dans l'épidémiologie de la dissémination que la dissémination par les porteurs sains. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu symboliser en disant que finalement ici, c'est que le sommet de l'iceberg, mais ce qui est important, c'est ce qu'on ne voit pas chez les patients, parce que les patients sont simplement colonisés. Alors, en fait, c'est très lié à l'utilisation des antibiotiques. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une patiente, par exemple ici avec un foyer pulmonaire, disons,
et qu'on la traite avec des antibiotiques. Eh bien, les antibiotiques vont dans le sang, mais ils vont aussi dans le tube digestif, dans le nez, dans la gorge, dans la sueur, et bien sûr, ils vont traiter l'infection et ils vont guérir la pneumonie, mais en même temps, ils vont impacter les flores commensales et les résistances vont se développer, notamment dans le tube digestif, et évidemment être éliminées à l'extérieur. Alors, si on pense que cet impact sur la flore commensale est beaucoup plus important que l'émergence directe de résistance au niveau du site infectieux, comme on peut le voir par exemple dans la tuberculose, c'est pour 4 ou 5 raisons que j'ai écrites ici. Au niveau d'un site infectieux, une pneumonie par exemple, vous avez une seule espèce bactérienne, un relativement faible nombre de bactéries. Donc vous pouvez sélectionner qu'un seul mécanisme de résistance, des mutations dans l'espèce, et alors que dans une flore commensale, vous avez des centaines d'espèces, vous avez un nombre de bactéries qui est 3 ou 4 ou 5, voire 6 logarithmes de plus que dans un foyer infectieux, donc une capacité à sélectionner des mutants évidemment très important. Et puis surtout, vous pouvez avoir des échanges bactériens et donc des mécanismes de résistance qui sont à la fois des mutations et des transferts de gènes éventuellement multiples. Et puis la principale raison qui fait que c'est tellement important par rapport à la sélection au niveau du site infectieux, c'est celle-là, c'est celle que j'ai mis en 4. C'est que, évidemment, ici, ça ne survient que chez les patients infectés. C'est une palissade. Alors que, on sait bien que beaucoup de sujets qui reçoivent des antibiotiques n'ont pas de foyer infectieux organisé. Mais ils ont tous une flore commensale. Et donc, à chaque fois qu'on prescrit un traitement antibiotique, quelle qu'en soit la raison, qu'elle soit bonne ou mauvaise, que le patient soit infecté ou non, que ce soit un homme ou un animal, eh bien, à chaque fois, vous stimulez la résistance dans le tube digestif, et c'est vraiment la raison pour laquelle ça a une telle importance. Je vais vous montrer pourquoi on est si sûr que la transmission de l'extérieur de ces bactéries résistantes est aussi un phénomène très important. Vous avez ici les comptes d'entérobactéries résistantes en hachuré dans le tube digestif d'un sujet qui a une alimentation normale ici et qui après se met à manger une alimentation stérile. Eh bien, quand on regarde ça, on voit que à plusieurs reprises, pendant les jours où il mange normalement, hein, comme vous et moi, eh bien, il a des espèces de pics, c'est-à-dire d'entrées de bactéries résistantes dans son tube digestif, qui normalement sont assez rapidement éliminées. Il n'a pas du tout ça quand il mange stérilement. Alors ça a été refait après chez pas mal de gens, et c'est quelque chose de tout à fait sûr. On a un influx de bactéries résistantes qui arrivent de l'extérieur. Alors, vous voyez, il se passe, finalement, tant qu'on ne prend pas d'antibiotiques, il se passe finalement pas grand-chose, quoi. Ça redescend tout seul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on prend des antibiotiques? Alors, ici, c'est un modèle expérimental de la même chose, mais c'est plus facile de traiter des souris avec des antibiotiques que des volontaires humains. Donc, vous voyez exactement la même chose. Vous voyez de ces souris à qui on donne des bactéries résistantes, ces bactéries résistantes disparaissent, mais pour l'instant, les souris n'ont pas d'antibiotiques. Et de temps en temps, cependant, vous voyez, on voit ici ces carrés noirs. Qu'est-ce que c'est ces carrés noirs? Eh bien, c'est le transfert des gènes de résistance des bactéries extérieures aux bactéries de la flore commensale normale. Donc vous voyez, ça se produit de temps en temps, mais là aussi, ça n'a pas beaucoup d'avenir en absence de pression de sélection. En revanche, si on met maintenant des antibiotiques dans le système, eh bien on s'aperçoit que les bactéries sensibles ici disparaissent complètement et que c'est les bactéries résistantes, que ce soit celles de l'extérieur ou celles qui ont été générées dans le tube digestif, qui prennent le haut du pavé. Et c'est ce phénomène d'association d'arrivée de bactéries résistantes de l'extérieur et de prescription antibiotique qui est vraiment la base de l'explosion des BLSE aujourd'hui. Vous voyez, ici par exemple, on a la même chose chez des cochons, hein, des cochons qui ont très peu de bactéries, d'entérobactéries résistantes en début d'expérience. On leur donne quelques jours de céphalosporine et vous voyez, les ESBL deviennent absolument majoritaires, augmentent de plusieurs dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de fois. Donc en dissémination, c'est quelque chose d'absolument massif. Alors on a essayé de regarder ce qu'il y avait dans la littérature comme données sur le portage de ces bactéries résistantes dans les divers pays du monde au cours du temps. C'est un travail qui a été fait par Paul-Louis Werther au laboratoire. Et
Ah. Ouh. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je peux passer à la dia suivante? Ah voilà, ah ben voilà, c'est bon. Voilà. Ah d'accord. Ok. Donc on a trouvé un certain nombre d'études hein, dans le monde. Vous voyez, on en a trouvé assez peu en Afrique subsaharienne. Quand on regarde au cours du temps ces différentes études dans le monde, on est frappé de voir une épidémiologie de portage qui est absolument explosive. Avec, vous voyez, dans les dernières études, ça en 2009, on est à des taux de portage qui sont de l'ordre de 40-50% en Asie du Sud-Est. Et de façon très intéressante, ça a débuté à peu près en même temps que la courbe que vous avez vue tout à l'heure en Europe, c'est-à-dire vers 2003-2004. Donc, il faut appuyer sur ça. Voilà. Et quand on regarde le portage en Europe, eh ben, vous voyez, il est beaucoup plus faible. Il est beaucoup plus faible qu'ici. Et donc, c'est pas étonnant que lorsque les Européens vont se promener dans les pays du Sud, ils reçoivent un certain nombre de bactéries de type SBL de l'extérieur et ils reviennent porteurs. Et c'est pour ça qu'il y a actuellement tout ce mouvement pour dire ah ben quand on va dans les pays du Sud, on a un risque de revenir coloniser avec des bactéries multirésistantes. Et ça a culminé en 2001 quand les Anglais ont montré que en 2010 pardon quand les Anglais ont montré que c'était particulièrement vrai pour des bactéries totalement résistantes aux antibiotiques avec des enzymes qu'on appelle les carbapénémases et qu'un certain nombre de sujets anglais avaient récupéré alors qu'ils étaient en Inde. Alors, si on prend toutes les études que j'ai montrées avant, vous voyez, là on voit aussi que l'incidence a beaucoup augmenté autour de ces années 2003-2004. Donc il s'est probablement passé quelque chose de très important à ce moment-là et on verra tout à l'heure l'hypothèse qu'on peut faire. On voit aussi que ça augmente très régulièrement au cours du temps en Afrique. Là j'ai repris, c'est les petits carrés bleus, les données d'Afrique. Et vous voyez, si on prend toutes les études d'Afrique, on voit une pente d'augmentation qui est quand même extrêmement inquiétante. Alors, on a fait, nous, 2 études en Afrique pour essayer de documenter ce phénomène. La première, on l'a fait avec MSF dans un centre de renutrition à Maradi, au Niger, où on a inclus des enfants sévèrement dénutris. Et ces enfants sévèrement dénutris, ils reçoivent systématiquement une injection de C3G quand ils arrivent dans le centre en raison du risque d'infection. Et c'est comme ce que vous disiez depuis 20 ans ou depuis 25 ans, sans a été remise en cause, et on leur a pris des selles là, donc à divers moments. On a caractérisé les ESBL, donc voyez les résultats ici. Au départ, il y avait 20 à 30% des enfants qui étaient colonisés, et ce qui est absolument frappant, c'est qu'à la sortie du centre, environ une semaine plus tard, il reste une semaine dans le centre, eh bien à peu près l'ensemble de la population est colonisée par des ESBL, soit par transmission à l'intérieur du centre, soit par multiplication de bactéries qui étaient en concentration infraclinique à l'entrée. Et donc après, ils sortent et ils transmettent dans leur fait. On a fait une deuxième étude pour voir ce qu'il en était dans des endroits qui étaient réputés pour recevoir très peu d'antibiotiques. On a fait ça à l'est du Sénégal, dans le village de Kanoubé, qui, nous a-t-on dit, était l'un des plus isolés du Sénégal, et il y a probablement des gens dans la salle qui sont plus compétents que moi pour dire si c'est la réalité. C'est un petit village de 70 habitants où il n'y a pas de route goudronnée. Apparemment, la piste n'est pas utilisable 4 mois de l'année. C'est au milieu de la forêt et c'est à 100 km du poste le plus proche. Alors, il y a de temps en temps des visiteurs, hein, évidemment, et de temps en temps des traitements antibiotiques qui doivent arriver jusqu'à Kanoubé. Et là, on a pu prélever 20 enfants dont il était dit qu'ils n'avaient jamais reçu de traitement antibiotique. Et on a recherché s'ils étaient porteurs de SBL.
Et on a vu qu'il y en avait 10%, même dans cet endroit, vous voyez, qui était déjà colonisé par des Escherichia coli, avec finalement le SBL la plus fréquente, celle qu'on appelle CTXN15. Et quand on regarde l'organisation des gènes sur les souches isolées à Canubé, eh bien c'est exactement la même que celle qu'on trouve dans les souches qu'on peut isoler ici ou au Canada. Donc c'est vraiment de l'importation et de la persistance, même sans pression de sélection forte. Et c'est une des choses qui est très inquiétante, c'est que même si on diminue la pression de sélection, on a l'impression que maintenant ces gènes de résistance se sont tellement bien adaptés à l'écosystème intestinal au sein de certaines souches d'Escherichia coli qu'il est extrêmement difficile de les faire disparaître. C'est ce que je vais essayer de marquer là. Alors, tout ça reste encore extrêmement peu clair sur certains points. La source probable des premiers transferts de CTXM, c'est probablement dans les pays chauds que ça s'est passé. Il y a eu probablement de multiples émergences entre 1995 et 2005. Il y a un effet terrible de la mondialisation et des voyages. Et il nous semble, sur le fait que ça s'est passé entre 1995 et 2015, que ça a été dû à l'extraordinaire augmentation de l'utilisation des céphalosporines de troisième génération chez l'homme et chez les animaux à cette époque, suite à la mise à disposition des génériques de ces produits. Parce que avant 95-2000, il n'y avait pas de générique de céphalosporines de troisième génération. Ils n'étaient pas utilisés, notamment en élevage ou en agriculture, dans de très vastes régions du monde, probablement beaucoup moins utilisés chez l'homme également. Et finalement, cette utilisation massive des céphalosporines de troisième génération est la seule chose qui peut expliquer cette concordance de temps entre toutes les études. C'est vers 2004-2005 que les choses se sont emballées. Et c'est vraiment un phénomène écologique. Donc, devant cette situation, moi, ce que je veux toujours rappeler, c'est que les antibiotiques, c'est pas une invention des pays du Sud. Les antibiotiques, c'est vraiment une invention des pays du Nord, et c'est dans les pays du Nord qu'on les a développés, qu'on les a diversifiés, qu'on les a exportés vers les pays du Sud. Et c'est sûr que dans un certain nombre de situations qu'on trouve plus dans le Sud que dans le Nord, il y a eu l'occasion que ces antibiotiques impactent des flores environnementales et des flores humaines, et il y a eu de multiples occasions d'échanges et d'émergence de ces nouveaux types de gènes. Ensuite, comme je vous le disais, il y a des tas de systèmes de voyage dans le monde. Il y a des voyageurs riches, et puis il y a des voyageurs beaucoup moins riches, dans des conditions beaucoup plus difficiles, qui ramènent ces bactéries dans les pays du Nord et dans les hôpitaux aussi prestigieux que celui où on est aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que ça a commencé avec cette espèce d'utilisation très importante des antibiotiques dans les pays du Nord. Et sans avoir connu du tout le topo de mon prédécesseur, finalement j'ai terminé sur la même chose en disant que ce qui me semblait extrêmement important, c'est qu'on établisse la gravité de la situation en termes de maladies dues au ESBL dans le tiers-monde, et probablement que les réseaux que vous avez mis en place pour les patients infectés par le VIH sont une merveilleuse occasion de faire le point là-dessus, et c'est pour ça que j'étais très, très heureux de pouvoir partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Je vous remercie.